Syriens, Palestiniens, Soudanais, Centrafricains ou encore Rohingyas, des millions de personnes vivent aujourd'hui dans des camps à travers le monde. On y rassemble les réfugiés. Pourtant, il ne viendrait à l'idée de personne de parler de camps de concentration. Un camp peut être un abri, il peut aussi être une prison. Que nous disent au fond les mots? Que nous appliquons quotidiennement à cette réalité? Et quelle est cette réalité au juste? Eh bien, un livre plonge au cœur de ces questions. Ça s'appelle « Parler des camps au XXIe siècle, les étapes de la migration ». C'est aux éditions Guy Trédaniel, un livre que l'on doit au linguiste Alain Ray et au photographe Guillaume Lavie d'Hautefort, qui sont tous les deux nos invités. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alain Ray, les mots sont importants. On va commencer d'abord par ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet des camps. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur les camps? Je crois que nous avions été alertés, ma femme et moi, sur l'importance du problème des camps par notre ami Guillaume Lavie d'Hautefort, qui est photographe et qui connaît les camps, qui y a vécu, qui les a pratiqués et qui nous a transmis ce message qui est mondial et absolument important, qui est que sans les camps, les choses seraient encore pires. C'est-à-dire que le délabrement et le chaos mondial fait qu'il y a des quantités de gens qui sont en fuite, et qui ne peuvent pas rester dans un endroit. La survie est impossible. Il faut qu'ils se déplacent. Et naturellement, dans ces déplacements, et on le voit bien avec les migrations actuellement, il faut des étapes. Et ces étapes, à partir de 1945 et de la formation des grandes formations internationales, notamment de l'ONU, on s'est occupé, et tout un système extrêmement important que l'on appelle humanitaire, et je m'attarde un petit peu sur ce mot-là aussi, est intervenu pour organiser, disons, la façon de recueillir ces gens-là, de les abriter, de les sauver et en même temps, d'une certaine manière, de les mettre à l'écart et parfois même, et c'est triste, mais c'est ainsi, de leur donner un lieu qui est un peu fermé et où ils se trouvent quasiment en prison. Donc il y a cette ambiguïté, et cette ambiguïté, on la retrouve à travers l'histoire des mots, et c'est à travers l'histoire des mots que j'ai essayé d'aborder ça pour ne pas sombrer ni dans l'horreur, ni dans la naïveté et la facilité, pour montrer que c'est une histoire qui vient de très très longtemps. Vous avez évoqué les camps de concentration, c'est une très longue histoire. Et malheureusement, quand on concentre les gens, même quand c'est dans une intention louable pour leur sauver la vie, c'est pas toujours innocent et ça a des effets graves. Et cette contradiction et ce paradoxe sont formidablement bien rendus dans vos photos, Guillaume Lavie d'Hautefort. Vous avez vécu dans ces camps de réfugiés. Vos clichés nous montrent la vie qui y règne. Elle montre bien, au fond, cet aspect ambigu. On y trouve refuge dans l'urgence, mais bon gré mal gré, on s'y installe. Oui, petite note quand même, j'ai vécu, non, je les ai fréquentés, parce que j'ai la chance par rapport pour simplifier aux migrants et toutes les personnes qui sont contraintes à ce phénomène, de moi pouvoir sortir quand je voulais, de pouvoir manger ce que je voulais, de pouvoir m'abriter où je voulais, de pouvoir rentrer même chez moi d'ailleurs. Mais sinon, c'est... Ce qui m'intéressait, moi, dans ce lien-là, c'était la vie qu'on retrouve dans quasiment tous les camps, au moins. On voit une scène de sport, là, par exemple, de basket à l'image. Oui, mais celle-là est très étonnante, parce que si vous regardez bien la photo, c'est une scène de basket sans ballon. On peut imaginer qu'il est derrière, mais il ne l'est pas. Non, il n'y a aucun ballon. Et moi, je les ai vus de très loin, et je croyais que c'était mes yeux, et je me suis rapproché, et ils continuaient à jouer. La vie malgré tout, et après, en fait. Ils m'ont demandé, est-ce que vous pouvez trouver un ballon? J'ai essayé de leur trouver un ballon, et tout devenait très compliqué juste pour un ballon. Voilà, le phénomène des camps, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à avoir une vie qui se simplifie et être capable de jouer sans ballon. Mais dès que j'ai essayé de chercher un ballon, toutes les ONG qui étaient là essayaient de savoir si les communautés n'allaient pas être... se battent un peu entre elles, qui est-ce qui va le donner et qui est-ce qui va le contrôler, parce qu'on ne peut pas en acheter 50 par jour. Alors, et ce monde-là est très compliqué. Ça, c'est en Afrique, hein. Cette scène, c'est dans un camp de réfugiés dans la banlieue de N'Djamena, au Tchad. C'était l'année dernière. Alors vous avez aussi photographié les camps de réfugiés, notamment palestiniens au Liban, Shatila par exemple. On voit vraiment une vie qui s'organise dans le camp avec des magasins, des échoppes. Certains camps sont devenus de véritables villes au fil des années, j'ai envie de dire au fil des décennies même. Ça, c'est pas Shatila, mais c'est Shatila.
on a voulu le mettre comme une sorte de fil rouge dans le livre parce que quoi qu'il arrive, tout le monde a au moins connaît le nom de Shatila et éventuellement des massacres. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et donc c'est marrant parce que vous la passez en couleur, alors que dans le livre, tout le camp de Shatila est en noir et blanc, parce que malgré tout, quand vous regardez bien Shatila, il n'y a pas de couleur, parce que tout est en parpaing. C'est celle que nous avons reçue en numérisé. Ouais. Et pour Shatila, oui, parce que c'était un terrain qui a été donné au départ, donc il y avait des tentes. Après, comme ils sentaient que ça allait durer, ils ont mis à construire un premier habitat, et puis après ça a augmenté. Donc comme ça a augmenté, ils ont mis un étage au-dessus. Et puis aujourd'hui encore, pour les familles, ils continuent. Je suis allé sur celui le plus haut, il est à 7 étages quand même. Et ils étaient en train de construire le 8e. Avec, j'ai fait une école d'architecture, c'est incroyable. Ouais. Alors Alain Ray, c'est quand même unique, hein, c'est parce que on raconte assez précisément dans le livre comment on est passé des tentes, qui est l'idée de départ. Pour un camp, c'est quelque chose de provisoire. C'est provisoire. Et ce sont des tentes, mais peu à peu, les gens se sont installés. Et il y a un mot qui est un mot clé quand même dans toute cette affaire pour les gens qui sont là, c'est l'attente. Ils ne savent plus très bien ce qu'ils attendent à un moment, parce qu'ils ne peuvent plus retourner chez eux, encore qu'il y ait des retournés, mais on verra en lisant le livre que ces retournés ne sont pas dans un endroit qui leur est familier, parce que simplement c'est leur origine qui était là auparavant, et tout ce vocabulaire, migrants, réfugiés, retournés, etc., mérite d'être regardé de très près, parce que ce sont des catégories de personnes qui sont dans des situations très différentes, et naturellement ça cache une réalité humaine quotidienne que les photos montrent en ce moment-là. Et dans les photos, on voit ce phénomène qui est une résistance contre une situation difficile et une résilience absolument extraordinaire, et même des éléments qui sont des éléments de beauté, vraiment. Quoi. Il y a notamment des sourires à travers les photos, il y a des moments de vie. Il y a des jeunes filles qui sont absolument admirables, et on voit qu'il est possible de survivre et d'avoir à la fois des plaisirs, peut-être limités par toutes les exigences et les difficultés, et on ne cache aucune des difficultés parce qu'on donne tout le détail de la vie très, très quotidienne. Alors il y a un moment historique dur, et traumatique, on l'a rappelé à Alain Ray tout à l'heure, il s'agit bien entendu des camps d'extermination nazis, et malgré tout ce mot camp, il va rester, on l'utilise au quotidien, dans les médias notamment, mais pas seulement, comme si au fond c'était des mots différents. Ah ben c'est un mot qui vient de très très loin, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un mot qui nous vient du latin, mais en latin c'était pas une innovation, c'est que les armées depuis toujours, et en matière de migration, il ne faut pas oublier une chose fondamentale, c'est que les groupes humains à l'origine, pour survivre avant l'agriculture, et quand ils étaient à l'état de cueilleurs et de chasseurs, étaient obligés de se déplacer. Et dans les déplacements, il y a des étapes obligatoirement. Donc la notion de camp, qui est une étape dans un déplacement forcé, elle devient fondamentale. Et ce qu'on a appelé au Moyen-Âge des invasions barbares, en réalité, sont des migrations de gens qui n'étaient pas plus barbares que les autres, mais qui étaient forcés de se déplacer en Europe, en venant des steppes de l'Europe orientale et en allant vers les climats plus doux et les possibilités plus fortes d'agriculture qui étaient vers l'océan, et en particulier la France, qui est un point d'aboutissement très, très évident là-dessus. Un voyage dans le temps, un voyage aussi dans le monde. Guillaume Lavie d'Hautefort, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, on a parlé du Proche-Orient, notamment avec le Liban. Il y a aussi, par exemple, ce qu'on appelle la jungle de Calais. Quelques mots peut-être au sujet de ce que vous y avez vu et de ce que vous avez photographié. C'est un peu compliqué parce que la jungle a beaucoup évolué depuis cette dernière année, surtout depuis ces derniers temps. J'ai pas eu le temps d'y retourner, je dois y aller dans les jours qui viennent. J'y suis allé pour la première fois parce que voilà, c'est toujours plus simple d'aller photographier ailleurs que son pays. Et un jour, je me suis dit, ce serait bien quand même d'aller voir ce qui se passe à la maison. Donc je suis allé il y a 2 ans. L'hiver, et la jungle était au bord de la mer. Après, j'y suis retourné 1 an après, elle s'est déplacée, elle s'est retrouvée dans un bois, parce que de l'autre côté de l'autoroute. À chaque fois, ils se font évacuer, à chaque fois, forcément, ils sont là, donc ils se redéplacent, mais ils se redéplacent à coup de 100 mètres. Je pense que l'histoire de Sangatte, sans faire de politique, est
pire erreur qui a été Vous évoquez commise. la fermeture, hein, il y a plus de 12 du ans camp de maintenant. Sangatte, puisque au moins on savait qui ils étaient, où ils étaient, comment, et on pouvait les aider. Tandis que là, ils sont un peu éparpillés, ce qui crée... la première fois que j'y suis allé, ils étaient 300, donc c'était... Moi, je faisais même la cuisine pour eux via une association. Et nourrir 300 personnes, ça va. Après, j'y suis retourné, ils étaient 2500. La même association arrivait à nourrir 900 personnes par jour, toute l'année, dimanche compris. Ça devient compliqué. Maintenant, ils en sont à près de 4000. Comment voulez-vous faire? Et donc maintenant, la population calaisienne commence à trouver que c'est difficile à supporter, alors que ça se passait très bien avant. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, Guillaume Lavie d'Hautefort. Merci Alain Ray, à vous également d'être venu témoigner sur TV5 Monde. Parler des camps au XXIe siècle, les étapes de la migration, c'est aux éditions Guy Trédaniel.